Le temps est brumeux ce matin dans les jardins du château de Balmoral. C'est pourtant l'été en Écosse, mais ce 31 août 1997 a une atmosphère froide et étrange. Le jour commence à se lever. Les lumières sont allumées dans le bureau de la résidence d'été d'Élisabeth II depuis 4h07 du matin. Le prince Charles fait les 100 pas. Il est bouleversé. Il est maintenant 5h45. La reine dit à son fils « Sois courageux, tu dois leur dire, maintenant ». Alors Charles sort du bureau. Il monte les marches de l'escalier du château pour arriver au premier étage. Il emprunte le long couloir qui mène à la chambre de ses fils. Il frappe à la porte. Ses mains tremblent. Personne ne répond, alors il entre. Il saisit une chaise et se place entre les lits de Harry et William. Il allume la lumière de la table de chevet. Il attrape les mains de ses fils pour les réveiller. « Mes chéris, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Il va falloir être fort. Votre mère a eu un terrible accident de voiture, cette nuit, à Paris. Les médecins ont tout tenté pour la sauver, pour la réanimer, mais malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour elle. » Podcast Story. C'est le 15 septembre 1984 que naît le prince Henry Charles Albert David, 3,1 kg, 49 cm. Charles téléphone à sa mère, la reine, pour lui annoncer la descendance. Le grand frère, William, est resté au palais de Kensington avec sa gouvernante. Le deuxième coup de fil sera pour lui annoncer l'arrivée de son petit frère. William pourra venir le voir dès le lendemain à l'hôpital. Très rapidement, Henry va avoir un surnom, même au point de faire oublier son vrai prénom. Il sera Harry. Harry est le petit-fils de la reine Élisabeth II d'Angleterre et du prince Philippe d'Édimbourg. Il est le deuxième fils de Charles, prince de Galles, et de Lady Diana Spencer. Il naît au St. Mary's Hospital à 16h20 au milieu du mois de septembre. Comme la coutume l'exige, il sera présenté dès le lendemain à la foule rassemblée devant l'hôpital. Diana descend les marches du perron. Elle porte une robe trench de satin rouge. Cette couleur rouge est symbolique. Elle attire l'attention. Serait-ce pas une ruse pour éviter que les gens ne remarquent la chevelure de feu du nouveau-né ? Harry est un petit rouquin. Le bambin a le teint laiteux et la peau pâle. Avoir un fils roux quand on est de la famille royale d'Angleterre, c'est assez choquant. Surtout, tout le monde veut savoir de qui il a hérité cette couleur de cheveux inhabituelle. D'ailleurs, au baptême, le prince Charles fera même des remarques sur la couleur de ses cheveux à la mère de Diana. Il lui dit être furieux. L'hypothèse d'un amant circule, mais les infos ne tombent pas encore. Ce n'est que plus tard, dans les années 90, que des suspicions vont se manifester. La princesse Diana est en effet tombée sous le charme d'un militaire anglais. Le séduisant officier de cavalerie se nomme James Hewitt. Un homme bien bâti, avec un sourire charmeur et une chevelure de feu. Les sources sont formelles. La princesse Diana entretient une relation avec lui à partir de 1986. Alors les tabloïds s'en donnent à cœur joie. La relation est déballée sur la place publique. Leur rencontre dans un cottage du Devon attise la curiosité des médias. Mais surtout, la presse compare le physique du petit Harry avec celui de James Hewitt. Bien sûr, leurs cheveux roux, mais aussi leur sourire, très similaire. James Hewitt serait-il donc le vrai père du prince Harry ? La relation qu'aurait eue le couple serait-elle antérieure à 1986 ? James Hewitt niera être le père de Harry. Il avouera sa liaison avec Diana, mais confirmera qu'ils ne s'étaient pas rencontrés avant 86. Rapidement, des spécialistes diront que Harry a un point commun génétique avec son grand-père, son père et son frère. Tous les quatre souffrent de dactylite, une inflammation des doigts qui leur donne une forme de saucisse, sausage fingers en anglais. Ce syndrome est génétique et selon les scientifiques, ce défaut prouverait bien la paternité de Charles. Aussi, des spécialistes se sont penchés sur une couverture du magazine Paris Match de 1957. Elle montre le prince Philippe en costume militaire et la photo est à s'y méprendre. Le prince Harry est entièrement le sosie de son grand-père. Le petit prince vit des moments heureux entre Kensington Palace et Highgrove House. Les remarques sur son physique continuent d'aller bon train, notamment en comparaison à son frère, William, qui a les traits fins et élégants de Diana. Harry a les traits plus marqués de la famille Windsor. Il passe auprès des médias pour le canard boiteux de la famille. Si William a de nombreuses chances d'accéder au trône, Harry restera le second best, en français,
le deuxième choix. Le jour de sa naissance, Harry se trouve en 3e position pour la succession de la couronne britannique. À moins d'abdiquer ou de disparaître, William a lui toutes les chances de devenir le futur roi d'Angleterre. Et avec sa future descendance, les chances pour Harry d'accéder au trône ne sont que minimes. Cependant, l'amour que porte Diana aux 2 garçons est infini. Et il est égal, il n'y a pas de favoritisme pour l'un des frères. Harry, lui, est en pleine Oedipe pour sa mère. Sa relation est fusionnelle. Il souffre de crises de hurlements dès son plus jeune âge. On saura plus tard que Diana a été traitée pour dépression pendant sa grossesse. Harry se fait bien plus remarquer que son frère. On dit de son caractère qu'il est malicieux et polisson. Apparemment, on ne sait jamais sur quel pied danser ou quoi attendre du petit Harry. Ce matin de septembre 1987, Harry a tout juste 3 ans. Sa mère lui fait enfiler un polo blanc, un petit short et un sweatshirt bleu. Il prend son petit déjeuner à Kensington Palace. Il est 7h30 du matin. Puis Diana enfile son manteau et lui attrape la main. Ils quittent le palais de Kensington et vont faire à pied le trajet jusqu'à la maternelle de Jane Minors. Cette école est très sélecte et elle se situe à Notting Hill. Les paparazzis suivent leur chemin de loin. En arrivant devant l'école, Diana salue son institutrice et échange quelques mots avec elle, puis elle se penche et embrasse son garçon. Une horde de photographes attend que le petit prince entre dans l'école. Il est coiffé à la perfection, une raie bien dessinée. Il porte un cartable où se trouve une collation pour son goûter. Harry se tourne vers les photographes. Spontanément, il leur fait un salut de la main. Harry a bien compris qu'il avait un rôle public à jouer. Cette image restera symbolique. D'abord car le prince Harry vient d'être scolarisé parmi d'autres enfants. La tradition voudrait qu'il ait un précepteur à la maison. Et puis surtout, ce trajet pour l'école et ce salut sera dans tous les tabloïds anglais dès le lendemain. Harry ne le sait pas encore, mais c'est le début d'une histoire d'amour et de haine avec les journalistes. Sa vie ne sera qu'un enchaînement de tensions et de bagarres avec la presse. Comme à toutes les vacances de Pâques, Diana amène ses 2 garçons au parc d'attractions de Thorpe dans une banlieue proche de Londres. William et Harry jubilent. C'est un de leurs moments préférés. Un moment privilégié où les gamins quittent leur prison dorée de Kensington Palace et se fondent dans la foule des enfants anglais. Harry trépigne devant les montagnes russes. Il hurle à sa mère qu'il veut monter dans l'attraction. Harry remonte toute la queue pour arriver à la caisse et pour passer devant les autres. Mais Diana le rappelle à l'ordre et lui demande de revenir faire la queue, comme tout le monde. Harry s'exécute et la famille royale attend sagement son tour. En effet, Diana a décidé de rompre avec la tradition princière. Pour elle, ses enfants doivent apprendre à vivre une vie normale. Fin août 1997, Harry a 12 ans. Comme tous les ans, il est à Balmoral pour l'été. Ses parents ont divorcé l'année précédente. C'est Charles qui garde les enfants en cette fin de vacances. Les activités se ressemblent d'année en année. La traque du cerf, la promenade des chiens, la chasse à la grouse. Ils ont auparavant passé quelques jours à Saint-Tropez au milieu du mois de juillet avec leur mère. Si c'est encore un secret, Diana entretient une relation avec Dodi Al-Fayed, le fils de Mohamed Al-Fayed, célèbre milliardaire égyptien. Des photos du couple fuitent rapidement dans les tabloïds. Leurs moindres faits et gestes sont traqués. La princesse fait la une des journaux, assise, seule, sur le plongeoir d'un yacht. Harry ne le sait pas encore, mais ce seront les dernières vacances qu'il passera avec sa mère. Le 31 août 1997, la princesse meurt dans un accident de voiture, à Paris. Harry apprend la nouvelle tôt le matin. Il éclate en sanglots et s'échappe dans les jardins du château de Balmoral. Il vient de vivre le drame de sa vie, et rien ne sera plus jamais pareil sans sa mère. La mort de Diana sonne pour lui la fin d'un chapitre. Alors qu'il n'a même pas 13 ans, il vit ses obsèques nationales comme un traumatisme. Suivre le cercueil de sa mère dans les rues de Londres aux yeux de la planète entière sera un des moments les plus difficiles de sa vie. De cet épisode douloureux va surgir une féroce envie de vivre, mais aussi le début d'un enchaînement d'ennuis et de frasques pour la famille royale. Une vie balancée entre 2 valeurs fondamentales de son pays, la monarchie et l'anarchie. Harry a tout du bad boy. C'est celui qui aime se faire remarquer. Diana le surnommait affectueusement « the naughty one », le coquin. Mais il est aussi très fragile et très perturbé. C'est aussi pour cela que tout le royaume a de la tendresse pour lui.
La famille royale décide de le mettre sur les rails. Il va suivre les traces de son frère et intégrer le collège le plus sélect d'Angleterre. Alors 1 an après la mort de sa mère, Harry arrive à Eton. Eton College, c'est la upper class britannique. Bien sûr, Harry fait partie de l'aristocratie, il y est légitime, mais les méthodes pédagogiques d'Eton sont strictes, rigides et ancestrales. Tous les matins, les élèves se retrouvent dans une chapelle du XVe siècle pour entonner un hymne. Malheureusement, Harry n'aime pas trop l'école. Il n'est pas loin d'être un cancre. William, lui, a été un étudiant parfait dans cette école. Brillant, populaire, adulé par les étudiants et les professeurs. Harry sera traité comme tout le monde. Mélangé à l'élite intellectuelle et aux enfants de milliardaires, il participe aux activités éducatives et sportives comme tous les enfants. Il va aux fêtes d'anniversaire de ses camarades et le soir, il sort à Londres. Il commence à fréquenter les clubs avec ses copains. Certes, des gardes du corps le suivent, mais de loin. Il sera diplômé d'Eton avec de bonnes notes en histoire de l'art et en géographie. Il excelle dans les matières artistiques et encore plus en sport, notamment en polo. Tous les hommes de la famille Windsor sont des joueurs de polo. Le prince George VI, le prince Philippe, Charles, William, Harry perpétuent la tradition de ce sport originaire d'Orient et importé en Angleterre au XIXe siècle. Harry est aussi un skieur hors pair et un fan de rugby à 15. Souvent les gens le comparent à William. Alors William est l'intellectuel du lot et Harry, le fougueux sportif. Il se fait photographier dans sa chambre du pensionnat d'Eton pour un magazine. Un tapis oriental, le logo de la radio rock londonienne XFM, un déodorant, un tube de dentifrice, une photo discrète d'une mannequin avec un décolleté bien visible et un cadre avec la photo de sa mère posée sur le bureau. Il prend la pose en train de rédiger un devoir consciencieusement. Il a tout du garçon modèle dans ce reportage photo. Mais la face cachée de l'iceberg commence à faire surface. Harry a déjà tiré sur sa première clope à l'âge de 8 ans. Il a pris sa première cuite au brandy à 12 ans lors d'une croisière sur la Méditerranée. Et à l'anniversaire des 50 ans du prince Charles, c'est un Harry éméché qui fait un striptease intégral sur la musique de The Full Monty. Il court nu dans la salle parmi les invités. Un événement qui rendra le prince Charles rouge de honte. Harry a alors 14 ans. C'est un vrai fêtard. Et la famille royale en a bien senti les prémices. Podcastery. On a tous une histoire à écouter. À l'été 2001, le prince Harry a 17 ans. Il se retrouve à Highgrove House, la résidence principale du prince Charles. C'est aussi la maison dans laquelle Harry a grandi. Elle a été acquise peu de temps avant son mariage avec Diana. Même s'ils sont souvent à Kensington Palace, Highgrove House est son lieu de cœur. Son père lui a laissé la résidence pour les vacances. Il y est donc seul pour l'été. Il a la gueule de bois. Il se prend une bière fraîche. Soigner le mal par le mal. Il sort en petite chemisette dans le jardin, s'allume une cigarette et se balade en picolant. Lui, son kiff, c'est d'aller boire des coups. Il a d'ailleurs rendez-vous au pub du village dans l'après-midi. Il y a ses habitudes et une nouvelle bande de copains, tous plus âgés que lui. Il devient spécialiste du binge drinking, ce sport éthylique qui consiste à boire jusqu'à ne plus tenir debout. Il fréquente la cour arrière du pub et il fume du cannabis. On l'appelle rapidement Hash Harry. Il joue au billard avec ses copains et les after hours s'enchaînent au pub. Les soirées continuent quand le rideau de fer est baissé. Un soir, il s'embrouille avec le chef cuisinier, un Français. Il le traite de fucking frog. Sale grenouille. Il se fait virer du pub avec sa bande. Alors, Harry invite ses potes à la maison et il a l'idée de créer un club privé. Le club H. H comme Highgrove, H comme Harry et H comme Hashish. Dans la salle de jeu du sous-sol de Highgrove, il organise des afters où la picole et la fumette sont au rendez-vous. Bien évidemment, les filles aussi sont de passage. Le club devient un vrai lieu de débauche, et cela même dans la maison du futur roi d'Angleterre. Charles aura vent de ce manège, mais il fermera les yeux. Harry est un écorché vif, et son père l'a compris depuis bien longtemps. Janvier 2005, Harry a 20 ans. Dans la campagne anglaise se trouve la sublime demeure du Wiltshire de Richard Mead. Richard Mead est un grand champion d'équitation britannique avec 3 titres olympiques. Il est une célébrité dans toute la Grande-Bretagne.
Son fils, Harry Mead, organise une fête déguisée avec toute la jeunesse dorée de la région. Fils de businessman, famille de sportifs de haut niveau et aristocrates vont s'y retrouver. William et Harry sont bien évidemment conviés. Un thème est lancé pour la soirée déguisée. Colonials and Natives, colons et indigènes. Harry et William vont dans un magasin de costumes à quelques kilomètres de chez eux. William choisit un déguisement de lion. Harry, lui, va fouiller dans les rayons des costumes de la Wehrmacht et y déniche un brassard avec une croix gammée qu'il mettra sur une chemise beige militaire empruntée à son père. Lors de la soirée, quelqu'un réussit à le prendre en photo. Droit comme un piquet, avec son brassard nazi. Une clope dans une main, un verre dans l'autre. Le cliché sera le lendemain en couverture du Sun avec le titre « Harry the Nazi ». Harry, le nazi. Il fera le tour du monde très rapidement et Harry sera obligé de faire un communiqué. Je suis vraiment désolée si j'ai choqué ou mis quiconque mal à l'aise. C'était un mauvais choix de costume et je m'en excuse. Après ses A-Levels, l'équivalent du bac, à Eton, le prince s'oriente vers une carrière militaire. Il entre à l'Académie royale de Sandhurst. À partir de ce moment, Harry va tenter de retrouver le droit chemin. Cette carrière militaire va le passionner. Il risquera sa vie pendant la guerre d'Afghanistan, n'hésitant pas à monter au front et à demander à être traité comme les autres soldats. Et petit à petit, le canard boiteux devient le gendre idéal. Sa carrière militaire et la condition physique qu'elle implique vont le rendre assez sexy. Le 29 avril 2011, Harry apparaît comme témoin de mariage de William à Westminster Abbey. Avec son costume bleu marine militaire, il vole la vedette à son grand frère. William, plutôt élégant et fin, commence à perdre ses cheveux. Harry ressort comme le nouveau beau gosse de la famille royale et devient le célibataire le plus convoité de Grande-Bretagne. On lui connaissait de nombreuses conquêtes et une histoire d'amour sérieuse avec Chelsea Davy. Pendant 7 ans, la jeune femme originaire du Zimbabwe vit une relation tumultueuse avec Harry et ils finissent par se séparer en 2011. Viendra ensuite la jeune actrice Cressida Bonas avec qui il vivra une idylle de 2 ans. Ils se séparent en bons termes en 2014. Cressida sera même invitée au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Côté drague, le prince playboy n'hésite pas à parfois baisser son pantalon. Même s'il fait plus attention qu'avant, des photos d'une soirée arrosée à Las Vegas fuitent. Harry se retrouve tout nu en couverture des tabloïds. Il semble en effet très bien entouré par des jeunes filles, elles aussi dénudées. Encore un coup d'éclat du célibataire le plus convoité d'Angleterre, mais serait-ce son dernier ? Harry passe un dernier coup de cirage sur ses souliers Church. Il enfile sa veste de costume de chez Degen Skinner, son tailleur préféré de Savile Row. Il porte un jean marine pour avoir l'air un peu plus décontracté. Son chauffeur l'attend à l'entrée de Nottingham House. Direction le Soho House. Ce club privé de Londres est un lieu fréquenté par les célébrités, mais aussi un endroit où la discrétion est de rigueur. De plus, son blind date, l'actrice américaine Meghan Markle, dort dans une des chambres de ce club. Son amie d'enfance, Violette, a organisé le rendez-vous. Elle est directrice des relations publiques chez Ralph Lauren et elle a habillé la jeune actrice américaine plusieurs fois. Elle la suit en ce moment même pour la promotion en Angleterre de sa série télévisée sur Netflix, Suits. Meghan y incarne une assistante juridique afro-américaine. Violette et Meghan sont très vite devenues amies. Et la jeune femme étant fraîchement célibataire, Violette a une idée derrière la tête. Pourquoi ne pas lui présenter Harry ? Elle passe un coup de fil au prince et, plutôt joueur, les deux acceptent l'idée. Nous sommes le 1er juillet 2016. Il est 19h07. La Bentley de Harry le dépose sur Dean Street. Il a quelques minutes de retard et entre dans le Soho House, dont il est membre. En passant devant le miroir du lobby, il vérifie son look et prend une grande respiration. Le directeur du Soho House, Marcus Anderson, est un de ses amis. Et c'est aussi un des meilleurs amis de Meghan. Quelle coïncidence! Harry n'a jamais vu la série Suits, n'a jamais entendu parler de Meghan, mais après quelques recherches sur Google, il la trouve plus que magnifique. Le rendez-vous est au 2e étage. Il monte les escaliers à pied, puis il entre dans le petit salon privé réservé pour l'occasion. Il aperçoit Meghan dans une robe bleu marine. Elle est assise, elle tourne la tête dans sa direction, elle sourit
Son visage s'illumine. Harry a le cœur qui bat. Il est immédiatement impressionné par la beauté de l'actrice, mais il décide de rester calme et digne, et il se dit « Ok, je vais vraiment devoir sortir le grand jeu maintenant et faire en sorte d'avoir de la répartie. » Il commande une bière, elle, un martini. Ils sont immédiatement coupés du monde. Le rendez-vous dure 3 heures. Les cacahuètes et les chips à disposition restent intacts sur la table, mais la connexion est immédiate. Meghan repart dans 2 jours à Los Angeles. Elle conclut le rendez-vous par ces mots. « On se retrouve où demain soir ?» Le 17 novembre 2017, 1 an et 4 mois après leur rencontre, Harry et Meghan convoquent la presse. Ils annoncent leur fiançailles sur le perron de Nottingham House. La date du mariage est calée pour 6 mois plus tard. La reine d'Angleterre a donné son approbation à Harry pour épouser Meghan Markle, qui est pourtant roturière, afro-américaine, de 3 ans son aînée, divorcée, actrice star de séries télé aux millions de followers sur Instagram. Du jamais vu. Le 19 mai 2018, tous les yeux sont tournés vers Windsor. 600 invités se rassemblent à la chapelle St. George. Des milliers d'Anglais sont amassés autour de la chapelle pour pique-niquer en regardant le mariage, retransmis sur les écrans géants. Ils attendent surtout que le carrosse fasse le tour de Windsor pour apercevoir le nouveau couple royal. De l'autre côté de l'Atlantique, un Américain sur 10 allume son écran de télé pour suivre la cérémonie. Leur princesse née à Los Angeles. C'est un vrai conte de fées. Aux vacances de la Toussaint 2018, la famille se prépare à déjeuner dans le grand salon de Buckingham Palace. Harry et Meghan annoncent une grande nouvelle. Meghan est enceinte. Après quelques coupes de champagne pour célébrer l'événement, des voix masculines se font entendre. Le ton monte. « Mais si, Harry, c'est très important, tu sais aussi bien que moi, la monarchie entière pourrait être ébranlée. Tu peux devenir roi. Et dans ce cas, cet enfant sera roi d'Angleterre après toi. Donc c'est important de savoir quelle couleur de peau il va avoir. Tu imagines ? Un roi d'Angleterre ? Noir ?» Harry quitte la pièce rouge de colère. Il claque la porte du grand salon de Buckingham Palace. Le 8 janvier 2020, le couple démissionne. Enfin, façon de parler. Ils quittent le giron de la famille royale, abandonnent leur rôle, leurs obligations, et Meghan n'est plus une altesse royale. Harry et Meghan s'exilent avec leur nouveau-né Archie au Canada. Cette situation inédite est gérée par la monarchie anglaise avec des pincettes. La reine est déstabilisée, mais surtout William, le frère de Harry, est profondément choqué. Harry prend son indépendance, il tourne le dos à cette famille qu'il a éduquée. Il choisit de suivre l'amour. L'affaire va tourner au scandale dans les tabloïds et un nom lui sera donné, le Mexit. Le temps est clément en ce mois de février 2021 à Santa Barbara, en Californie. Oprah s'installe dans sa voiture. Elle quitte sa gigantesque résidence de Montecito. Elle aurait pu y aller à pied, mais elle arrive dans cette résidence prêtée par une amie qui se trouve être aussi une voisine. Ses équipes sont déjà sur place. Les Sussex seront présents pour répondre à une interview. Oprah est une proche de Meghan. Elle était une des invitées de leur mariage princier il y a moins de 2 ans. Et elle a réussi à la convaincre de lui accorder cette interview. Le talk-show d'Oprah Winfrey est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. C'est la présentatrice star aux États-Unis. C'est aussi en voisin que Harry et Meghan arrivent sur le tournage. Ils viennent d'emménager avec leur bébé Archie à Montecito. Harry descend en premier de la Range Rover. Il ouvre la porte à Meghan et l'aide à sortir. Il est très prévenant avec elle. Elle a subi une fausse couche au mois de juillet et elle est de nouveau enceinte. Il lui tient la main et ils entrent ensemble dans la sublime résidence. Des fauteuils en rotin et une table basse ont été installés sur la terrasse. La vue sur le jardin rend l'instant bucolique mais rassurant. Le rendez-vous se déroule comme une discussion intime entre amis, en toute transparence. Harry est en costume, gris clair. Meghan porte une robe de soie, noire, longue et décolletée, avec un grand lotus blanc imprimé sur l'épaule droite. Tout semble détendu pour cet entretien qui va raconter la nouvelle vie de Meghan et Harry. Mais Oprah souhaite obtenir des informations plus croustillantes. Une première nouvelle, leur prochain enfant sera donc une petite fille. Aussi, Meghan avouera avoir subi une pression monumentale de la famille royale, la firme comme elle l'appelle, et avoir eu des pensées suicidaires.
Puis Meghan confie avoir été choquée d'apprendre que le petit Archie ne sera pas protégé par l'institution royale. Et surtout qu'il ne pourra pas bénéficier du titre de prince à la suite de leur retrait de la famille royale. Oprah lui demande pourquoi. Et Meghan lâche la bombe et raconte. Elle raconte la scène. Cette conversation au cours de laquelle un membre de la famille royale s'interroge sur la probabilité d'un roi à la peau noire. S'interroge et surtout s'inquiète. Oprah est offusquée. Meghan ne révèle pas le nom de celui qui a parlé. Mais le Mexit est fermement confirmé. Et c'est encore lui, le playboy, le petit rouquin, le porteur de brassard nazi, le fêtard invétéré, l'amoureux d'une femme métisse. C'est encore lui qui déstabilise la couronne. Lui, le prince Harry. Podcastory. On a tous une histoire à écouter.